Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai tout un programme pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on a posé des questions à la communauté, c'était de trouver un concept qui s'appelait This or That. Ce que je veux dire par This or That, c'est que c'est un concept où les gens étaient un peu mêlés par rapport à qu'est-ce qu'ils devaient exécuter. Est-ce qu'ils devaient faire plus la solution A? Est-ce qu'ils devaient faire plus la solution B? Fait qu'aujourd'hui, je regarde tout ça ensemble et je vais essayer de démystifier un peu certains choix que les gens font. Donc, parce que je le sais, des fois, c'est arrivé avec une discussion que j'ai eue avec mon ami Mick. Salut Mick, si tu m'écoutes. Puis il me disait, tu sais, Félix, moi, des fois, je me disais, crème de la créatine, il faut absolument pas que j'oublie d'en prendre une seule journée. C'est même mieux, là, il me disait, mettons n'importe quoi, c'est même mieux que je dorme 1 heure de moins, mais que je prenne ma créatine, exemple. Fait que là, aujourd'hui, je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup peut-être de misconception par rapport au concept. Donc aujourd'hui, on va regarder tout ça ensemble. La première question, c'est cardio ou musculation pour la perte de gras. Puis j'ai vu un entraîneur parler de ça récemment sur les réseaux sociaux. Il disait non, le mieux pour la perte de gras, c'est toujours la musculation. Malheureusement, sorry buddy, c'est faux. Ce qui va faire perdre le plus de graisse, de tissu adipeux, c'est carrément le cardiovasculaire. Ceci étant dit, la musculation, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui struggle ou qui ont de la difficulté à atteindre une composition corporelle qu'on dit optimale, et ça, c'est par le manque de tissu musculaire sur le corps. Puis il y a une docteure qui est vraiment sharp, si vous voulez regarder un petit peu ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, elle s'appelle Gabrielle Lyon, et elle est spécialisée au niveau de tout ce qui est musculo-squelettique et de la santé du tissu musculaire. Fait que tu peux avoir un muscle qui est en santé ou moins en santé, puis j'en parlais récemment dans des stories sur mon compte Instagram. Un muscle qui est en santé, c'est un muscle qui n'est pas persillé trop de gras et qui est capable d'exécuter des bonnes contractions musculaires versus un muscle qui est persillé de gras. Pensez par exemple à un steak qui a beaucoup de blanc à l'intérieur. Le problème de ça, c'est que le muscle va être moins efficient parce qu'il va être bourré de graisse. Donc le muscle va avoir une moins grande capacité à faire des contractions musculaires. Pourquoi je parle de ça, c'est que on a tous une densité musculaire, et souvent il y a des femmes que ce soit qui viennent nous voir en consultation ou qui m'écrivent sur les réseaux et qui me disent Félix, moi je suis une femme, je suis très musculaire, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de graisse, puis si je fais trop de musculation, ben je deviens trop musclé. Les femmes ont la même capacité de croître leur tissu musculaire que les hommes, à certaines différences près à cause des hormones, mais tout ça étant dit que souvent les gens qui pensent qu'ils ont de la facilité à prendre du muscle comme overnight, c'est pas vraiment ça. C'est plus que le muscle est gorgé de gras ou gorgé d'eau à cause de sous-produits d'inflammation au niveau du tissu musculaire, tempête de cytokines et tout ça. Fait que ceci étant dit, ça va être quand même difficile de prendre du tissu musculaire. J'ai des hommes qui viennent me voir, j'ai plein de gars qui viennent me voir, ils veulent tous augmenter leur tissu musculaire, mais c'est difficile. C'est pas facile. La majeure partie des gens qui s'entraînent, exemple, de façon naturelle, sans aide ergogène, sans produits dopants, après les premières années, peuvent prendre peut-être 3-4 livres maximum de masse musculaire par année. C'est pas beaucoup. Fait que, les femmes qui ont peur de devenir comme des culturistes, ça n'arrivera pas. C'est sûr que si vous avez une immense densité osseuse, je veux pas l'os prend plus de place, vous êtes fait sur un frame qui est un peu plus large, fait que je veux pas le muscle qui va ajouter va plus paraître que quelqu'un d'autre, mais ceci étant dit, c'est pas une question de densité musculaire. Donc, pour venir à la question, l'idéal, c'est de faire un heureux mélange des deux. La musculation va vous permettre de renforcer votre structure, faire de la prévention de blessures, avoir des endroits où stocker le glycogène que vous consommez, et le muscle va brûler roughly autour de 10-12 calories par jour. C'est pas beaucoup, je sais, mais n'oubliez pas que le corps, c'est pas juste des biceps, vos muscles. Vous avez beaucoup de livres de muscles sur le corps. Donc, à un moment donné, le cumulatif, ça fait quand même une différence. Et n'oubliez pas que le 10 calories que vous allez brûler, en fait, vient uniquement des acides gras. Fait que ceci étant dit, ce qui est intéressant de ça, c'est que le muscle, pour rester en vie sur le corps, va brûler majoritairement uniquement du gras.
Donc, le cardiovasculaire reste plus intéressant parce que vous créez un plus gros déficit calorique, vous oxydez plus de graisse à cause de l'échange d'oxygène, le glycogène qui est utilisé tout dépendant du type de workout, mais la musculation est obligatoire si vous ne voulez pas atteindre de plateau. Souvent, les plateaux des gens en perte de gras, ça arrive à cause qu'ils n'ont pas assez de masse musculaire sur le corps, puis à un moment donné, les calories ingérées ne fonctionnent plus par rapport à leur métabolisme, par rapport à ce que leurs muscles consomment comme énergie. Fait que c'est un heureux mélange des deux. Deuxième comparaison. Multivitamines ou aliments riches en nutriments. Bien, c'est sûr que des aliments riches en nutriments, c'est la base. C'est pas une multivitamine qui va vous permettre d'avoir tout ce que vous avez besoin. Une multivitamine, c'est bâti d'une certaine façon, c'est très standardisé, mais l'affaire, c'est que le corps est quand même relativement bien fait. C'est pas tout le monde qui a besoin du même ratio, exemple, de minéraux. J'ai fait mes prises de sang il y a quoi? Ça fait un bout de temps quand même, ça fait 6 mois. Et j'étais déficient en sélénium, déficient. Mes ratios de zinc et de sélénium étaient bas. Fait que pour moi, personnellement, malgré le fait que je prends de multivitamines, malgré le fait tout ça, je devais me supplémenter en zinc et sélénium. Fait qu'on a tous et toutes des profils différents qui est au niveau de notre génétique, au niveau de nos habitudes alimentaires et tout ça. Fait que la multivitamine, c'est une police d'assurance, si vous voulez, sur les déficiences. Fait que ça va vous assurer, dis-je, d'avoir le moins d'être déficient, le moins de nutriments possible. Mais dans la nourriture, tout ce qui est whole food, ben, est plus facile d'aller chercher des vitamines et des minéraux. C'est sûr qu'il y a tout le débat de l'appauvrissement des sols. Hein, vous le savez, quand vous achetez à l'heure actuelle, que ce soit une tomate ou, je sais pas, une laitue, ce qui se passe, c'est que l'appauvrissement des sols, fait que les nutriments qui se retrouvent dans votre tête de laitue est beaucoup moins intéressante qu'il y a peut-être 50 ans. À même titre qu'à cause de la mondialisation, les oranges. Une orange qui est cueillie en Floride va être cueillie verte ou pas mûre, je ne sais pas si c'est vert exactement, là, mais c'est cueilli pas mûr et ça va mûrir dans le camion de livraison. Donc ça arrive dans votre supermarché préféré, oui, c'est mûr, mais ça a mûri à cause de l'oxydation de l'oxygène et non avec le processus naturel où est-ce qu'il y a des vitamines qui étaient ingérées du sol de par la plante. Fait que le taux de vitamines et minéraux qu'il va y avoir dans vos aliments est plus appauvri que de ça très longtemps. À moins que vous soyez que vous avez le pouce vert puis vous faites pousser vos fruits et vos légumes. Même moi, je pense, je me suis fait une belle cour l'été passé, mais je pense me faire un petit jardin l'année prochaine. En tout cas, side note. Fait que c'est pour ça que les multivitamines, à mon sens, c'est assez intéressant. Vous pouvez toujours aller chez Shop Santé. Vous pouvez utiliser mon code promo, c'est Félix. Facile comme ça vous donne 10% off sur votre commande. Meilleur multivitamine, selon moi, qui est disponible au Québec. Actuellement, c'est la Total Défense de la marque ATP. Salut Vincent. De par la qualité, simplement, les vitamines à l'intérieur sont méthylées. Donc, si vous avez un problème au niveau de gène MTHFR, vous allez être capable quand même d'absorber vos complexes B. Les choix des minéraux à l'intérieur aussi sont plus intéressants. Fait que vous pouvez y aller vers ça, mais la bouffe reste toujours le meilleur choix. T'sais, la pire chose, c'est d'avoir une alimentation hyper transformée puis de rajouter de la multivitamine on top of that. Puis le problème, c'est pas juste une question de vitamines et minéraux, c'est aussi une question d'habitude. Si vous habituez votre corps à manger des aliments transformés, ben ça va être plus difficile pour vous d'aller vers du whole food. Prochain point, régime keto ou régime méditerranéen pour une meilleure santé. Sans aucun doute, l'approche méditerranéenne, je pense pas qu'il y a une approche largement meilleure qu'une autre, mais si vous avez écouté Blue Zone, ça peut vous donner une petite idée. Mais ce qui se passe, c'est que les diètes cétogènes, c'est intéressant chez des gens qui ont un cancer glucodépendant, puis que parallèlement avec leur collègue avec qui ils travaillent, exemple, pour leur cancer, ça peut être une option qui est intéressante. La keto, ça peut être aussi intéressant chez quelqu'un qui a des problèmes de santé qui est relié, exemple, à l'épilepsie. Ça peut aider à réduire les crises. Mais si vous ne faites pas partie de ce 1% de la population-là, ça ne sert à rien la diète cétogène. Puis, c'est pas normal de couper un groupe alimentaire au complet sans une raison médicale en tant que telle. Fait que moi, je vous dirais que c'est vraiment la diète méditerranéenne qui est intéressante de par la diversité des aliments, de par la haute teneur en végétaux, l'huile d'olive qui aide au niveau du DNA repair et tout ça. Fait que pas de keto. En tout cas, pas dans mon livre à moi.
Jeûne intermittent ou 3 repas par jour. Je vais prendre une petite gorgée. Je vous dirais 3 repas par jour. Le jeûne intermittent, c'est une bonne approche, c'est une bonne stratégie si vous voulez simplement créer une fenêtre de restriction calorique. Fait exemple, pendant 8 heures, vous mangez, pendant 16 heures, vous ne mangez pas. Fait qu'est-ce qui est intéressant de ça? Bien, inévitablement, vous allez manger moins de calories. Le problème de ça, c'est qu'il y a des docteurs comme Dr. Peter Attia, il a fait de la keto, pas de la keto, il a fait du jeûne intermittent, c'est un spécialiste du jeûne. Là. Si vous voulez lire là-dessus, si vous voulez approfondir vos connaissances, je vous le recommande fortement. Puis lui, il s'est rendu compte avec ses DEXA-scans année après année qu'il perdait beaucoup de tissu musculaire, ce qui fait du sens parce que le corps a besoin de protéines en circulation dans son sang, d'acides aminés pour préserver son tissu musculaire. Puis, on parle souvent de la graisse, des régimes hypocaloriques, mais l'un des facteurs les plus intéressants pour la santé de la longévité, c'est la densité de masse musculaire. Fait que si vous me dites que vous faites un régime qui va vous faire perdre du muscle, moins intéressant. Puis là, vous pouvez commencer à faire des stratégies pour faire votre musculation qui est à l'extérieur de votre fenêtre et tout ça, mais ça devient compliqué. Fait que je suis quand même un très grand fervent de manger plusieurs repas dans une journée avec une espèce de temps entre chaque repas. Ça va vous assurer d'avoir un flow d'acides aminés qui est constant, favoriser la croissance du tissu musculaire. La protéine aussi, c'est un coupe-faim. Ça va stimuler aussi tout le reste. Puis les 2 repas, selon encore Gabriel Lyon, les 2 repas les plus intéressants, les plus importants, en fait, c'est le déjeuner et le repas avant d'aller dodo. Il faut que ces 2 apports alimentaires-là soient riches en protéines pour le protein sparing effect, pour aider à avoir assez de protéines pour commencer la reconstruction du tissu musculaire et l'excès de protéines qui ne va pas aller au muscle, qui va être utilisé simplement comme énergie, que ce soit en glyconéogenèse ou pour les autres organes du tissu humain. Puis il ne faut pas oublier qu'un gramme de protéines, c'est 4 calories par gramme, mais la protéine est un peu plus difficile à gérer, demande un effet thermogénique. Ouais. Thermogénique, corrigez-moi si je me trompe, thermogénique plus élevé. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est que simplement, ça ne va pas vraiment représenter 4 calories, mais peut-être 3,2, 3,4. Fait que je pense que c'est plus intéressant que ce soit pour la perte de gras ou la santé générale. Boire un shake de protéines immédiatement après l'entraînement ou attendre le repas? C'est une bonne question. Je vous dirais que, comme je disais, vous avez toujours besoin d'avoir des acides aminés en circulation dans le sang. Moi, je teste quelque chose depuis 8 semaines. C'est quoi son nom? Le docteur qui s'occupe de Renaissance Périodisation, j'ai oublié son nom. Attendez-moi, je déteste citer des gens et ne pas me rappeler de leur nom. Je trouve que c'est un manque de respect flagrant, même si probablement il n'y aura jamais idée de ce que je suis en train de vous dire. Je vais juste quand même aller regarder c'est quoi son nom. Excusez-moi les amis, c'est un petit stock que j'ai. Des fois, j'ai la misère à retenir les noms de tout le monde. Laissez-moi juste une petite seconde. Dr. Mike Israetel. Merci beaucoup, YouTube. Fait que Dr. Mike Israetel, lui, ce qu'il fait, en fait, au niveau de sa musculation, a tendance à prendre ses protéines, un shake de protéines complet durant ses workouts. Là, je ne vous dis pas des workouts à haute intensité où est-ce que vous avez besoin de bouger de façon comme ultra dynamique. Puis si vous consommez un aliment ou si vous buvez quelque chose, ça va être plus... vous allez avoir des crampes. Là. Je parle d'un entraînement qui est beaucoup plus, exemple, musculaire. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on parle beaucoup de EA, on parle beaucoup de BCA, puis ça a sa place, je pense, au niveau de l'entraînement, mais pourquoi pas consommer des protéines à digestion rapide durant l'entraînement, genre de la whey? Souvent, les gens sont comme, faut que tu manges tant d'heures avant ou tant d'heures après. Ben moi, ce que je fais maintenant, c'est que je prends 30 grammes de whey, 50 grammes de carbs, puis des électrolytes, péri-training durant mes workouts. À chaque fin de set, je sipe une gorgée. Fait que c'est pas trop de liquide d'un coup qui me donne des crampes, puis en même temps, j'ai des acides aminés complètes en circulation dans mon sang et c'est une protéine qui est quand même à digestion rapide, c'est seulement 30 grammes, qui équivaut à peut-être 130 calories. Je trouve ça encore plus intéressant qu'utiliser des EA et tout ça, puis ça coûte en plus beaucoup moins cher. Fait que j'utilise exemple de la IsoJuice d'ATP qui goûte un peu le jus ou whatever, pas d'ATP, excusez-moi, de Shop Santé. Un scoop, je mets ça dans mon shaker, merci, bonsoir, je bois ça et c'est fait. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que de cette façon-là, ça nous rend moins, ça nous rend moins dépendant de la fameuse fenêtre anabolique parce que j'ai consommé des protéines dans le moment le plus important qui est
durant mes entraînements. Je me suis rendu compte que ça l'aidait à préserver mon tissu musculaire. Actuellement, bon, j'essaie de perdre de la graisse. J'étais monté, cet hiver, j'étais monté jusqu'à 202 livres. Puis tu sais, pour 5 pieds 8, c'est quand même crissement pesant, excusez-moi du terme. Puis là, puis j'avais commencé ma prise de masse musculaire à genre 182, 1 et des poussières. Fait que là, je suis rendu à 190 environ. Fait que, tu sais, j'ai reperdu un 12 livres de gras, d'inflammation, puis d'eau en jonction des glucides que je consommais. Fait que c'est une façon, en ce moment, je vous dirais, de réussir à perdre du gras tout en préservant le tissu musculaire. Vous savez, c'est dans la guerre, c'est ce qui est le plus difficile, mais ça fonctionne relativement bien so far. Fait que mon expérience n'est pas encore finalisée, mais pour l'instant, ça l'augure bien. Manger des glucides le soir ou les éviter après 18 heures. Quelqu'un qui est sédentaire à 100%, donc qui ne s'entraîne pas du tout et qui a une job de bureau, devrait manger un maximum de 130 grammes de glucides par jour. Ça peut paraître beaucoup pour certains, ça peut paraître pas beaucoup pour certains quand tu sais que, selon les dernières statistiques, l'Américain moyen, Nord-Amérique confondu, donc États-Unis, Canada, consomme en moyenne 300 grammes de glucides à tous les jours, which is a lot. Donc ça peut paraître pas beaucoup pour certaines personnes. Ceci étant dit, quand vous vous entraînez, ben, le total de glucides monte de façon quand même assez intéressante. Par contre, chaque gramme de glucides est 4 calories par gramme. Fait que ça peut devenir intéressant de consommer des glucides. Et les glucides ont un impact sur la cascade de cortisol, donc l'hormone du stress. Quand vous mangez des glucides, ça vous permet d'avoir un tempérament qui est un peu plus modéré, d'être plus calme et d'être plus serein. Et certaines personnes ont de la misère à s'endormir le soir s'ils ne consomment pas de glucides. La raison, c'est que les glucides vont faire de la sérotonine au niveau des transmetteurs ou neuromodulateurs. Transmetteurs. Et la mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement, si vous voulez l'appeler ainsi, va être un précurseur. Et en fait, tu as besoin de sérotonine, la sérotonine est un précurseur de mélatonine. Fait que, en français, glucides, sérotonine, mélatonine, mélatonine, dodo. Fait que, comme vous pouvez comprendre par rapport à ça, certaines personnes ont besoin de glucides, sinon font simplement de l'insomnie, puis j'en fais partie. Si je ne mange pas des glucides dans mon dernier repas, je vais avoir plus de difficultés à m'endormir. Si je mange trop de carbs et des glucides avec un index glycémique trop élevé, par contre, je vais tomber en hypo dans la nuit et je risque d'avoir des sueurs, ce qui est pas bon. Fait que faut juste comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais oui, vous pouvez consommer vos glucides le soir, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Méditation ou exercice physique pour réduire le stress. C'est pas du tout la même chose. La méditation, en fait, ça va vous faire travailler, vous avez le système sympathique, parasympathique, ça va vous downer, vous reconnecter, vous grounder, donc vous apprendre, souvent c'est avec les respirations style en carré, là, fait que tu respires, tu retiens, tu t'expires, tu retiens, là, fait que c'est beaucoup basé là-dessus, sur le contrôle du diaphragme, puis de la détente au niveau du cerveau, tandis que l'entraînement va vous aider à désensibiliser vos récepteurs glucocorticoïdes au stress, donc va vous aider à être beaucoup plus résilient et que votre corps a une meilleure gestion du stress au quotidien. Fait que les deux fonctionnent, mais pas par le même pathway. Consommer de l'eau plate ou prendre absolument des électrolytes pour une meilleure hydratation. Les deux. L'hydratation, c'est deux choses. C'est le liquide, le plasma sanguin, et la rétention de ce liquide-là. Il y a des gens qui boivent pas assez, il y a des gens qui boivent beaucoup sans retenir. Fait que c'est un heureux mélange des deux. Les électrolytes, ça le dit dans le mot électro, fait que c'est de l'électricité, ça aide à tout ce qui est connexion à fonctionner ensemble, et vous avez besoin d'électrolytes pour avoir une bonne hydratation cellulaire. Puis le problème, c'est que c'est très difficile à trouver si vous ne faites pas des tests plus exhaustifs, parce que l'important, c'est l'hydratation cellulaire. À quel point votre cellule est hydratée pour être efficace. Comme je vous dis, plus qu'il y a de liquide, plus que les influx électriques se font bien. C'est pour ça que moi, à tous les matins, là, je bois un électrolyte. Et c'est ça fonctionne bien parce que ça vous donne de l'énergie, ça vous assure d'avoir une hyperhydratation cellulaire, donc que tout fonctionne de la bonne façon. Si votre urine est tout le temps très pâle, c'est que vous manquez souvent de nutriments, d'électrolytes. Si votre urine dit j'ai trop foncé, ça se peut que vous manquez simplement de liquide. Fait que petit truc maison. S'entraîner seul ou avec un partenaire, je pense que ça c'est une question
de choix personnel. Moi, je suis quelqu'un qui aime m'entraîner seul. Des fois, il y a des gens qui veulent essayer, exemple, le gymnase, où est-ce que j'ai mes bureaux en attendant d'avoir mon centre à Boucherville. Les gens veulent l'essayer, ça me fait plaisir de faire un training, mais j'ai pas l'impression que je mets la même intensité quand je suis avec quelqu'un parce que, premièrement, quand j'ai des écouteurs, la musique, pour moi, c'est très dopaminergique, donc ça me permet de me déconnecter, on dirait, du moment présent et juste de forcer le plus possible. La deuxième des choses, c'est que je fais ça va peut-être la niaiseux pour vous, mais tu sais, quand je force, moi, je me rends tout le temps à l'échec musculaire, fait que je suis laid en crime, là, je fais des estis de face, puis des gens qui sont pas des hardcore lifters, ils peuvent trouver ça des fois intimidant ou bizarre. Quelqu'un qui se rend genre quasiment shaké, ça peut être comme what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Fait que moi, des fois, sans le vouloir, ça me fait faire une moins bonne performance versus que je suis dans ma zone, que je suis dans mes choses. Puis je suis un gars qui est très, vous le savez peut-être pas, mais je suis un gars qui est assez introverti. Là, devant une caméra, un micro, c'est pas pire, mais tu sais, je suis tout seul dans mon studio. Fait que tu sais, ça se fait quand même bien, mais je vis quand même beaucoup d'anxiété sociale quand je rencontre des gens et tout ça, ça me demande toujours de l'énergie. Je suis pas quelqu'un qui va s'abreuver de l'énergie des autres. Au contraire, souvent ça va décharger mes batteries. Ce qui n'est pas de mauvaise chose parfois, mais c'est ça. Yoga et pilates pour améliorer sa flexibilité et la force ou faire de l'entraînement traditionnel. L'entraînement traditionnel ne va pas augmenter votre flexibilité à moins que vous fassiez des exercices dans des amplitudes qui sont complètes, ce que vous devriez toujours faire, of course, mais parfois, vu que vous faites une amplitude qui est complète avec une charge en tant que telle, il peut y avoir des risques de blessures associés à ça. Moi, la meilleure des choses puis j'en ai parlé dans un podcast précédemment, mais la meilleure chose à faire, c'est ni du yoga, ni du pilates, pour la flexibilité, à tout de moins, c'est de l'étirement, mais genre comme entraînement. Puis il y a une application qui s'appelle Pliability, P-L-I-A, B-I-L-I-T-Y. J'aimerais que ce soit mon sponsor. Vous savez, j'ai quelques commanditaires annuels et j'aimerais que Pliability en soit une. Fait que je vais les contacter. On va regarder ça avec eux. Mais c'est écœurant ce qu'ils font. Leur application est full raide. Ça vous permet de faire de la mobilité, de la flexibilité avec des entraînements qui changent à tous les jours. It's very good. Se concentrer sur les aliments à faible indice glycémique ou simplement réduire les sucres ajoutés. OK. Quand on parle d'insuline, il faut comprendre une chose, il faut comprendre qu'il faut pas, c'est pas l'index glycémique qui est important d'un aliment, même si c'est ça qu'on a pensé longtemps, c'est la charge glycémique, le glycemic load. Exemple, des carottes, ça a un index glycémique qui est élevé, mais une charge glycémique qui est basse. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que oui, si tu regardes seulement la carotte en tant que telle, l'index glycémique est élevé, mais sa charge est très basse. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu manges en 8 sacs de carottes pour avoir un réel impact majeur sur la glycémie. Fait que je pense que c'est un heureux mélange de tout ça. Puis, tu sais, c'est très rare que vous allez consommer simplement un glucide. Souvent, ça va être combiné avec un gras. Fait que, puis quand vous combinez un glucide avec un gras, ça va réduire son pic de glycémie. Fait que je pense qu'en 2024, on a compris que c'était plus ou moins accurate de calculer ces choses de cette façon-là. Caféine avant l'entraînement pour améliorer la performance ou l'éviter pour la santé sur le long terme. La caféine n'a pas de problème réellement sur la santé. Le plus gros problème que je vois au niveau de la caféine, c'est si vous prenez des très grands dosages, puis on parle d'environ plus haut de 400 mg par jour, ça peut créer de l'anxiété, mais surtout c'est très irritant pour l'intestin. C'est très acide, c'est très irritant pour votre muqueuse intestinale. Fait que c'est ça qu'il faut faire le plus attention. Puis il y a de la différence aussi, tout dépend d'où vient votre caféine. Vous savez, de la caféine faite en labo, exemple dans un pré-workout synthétique, si c'est de la caféine, exemple vraiment des extraits d'un grain de café, ou si c'est de la caféine qui vient, exemple d'une plante, guarana, thé vert. Chaque type de caféine ne va pas réduire aussi facilement. Une caféine synthétique, là, ça va rentrer dans le... Mettons, vous avez l'œsophage, vous avez le petit intestin puis le côlon, ça va rentrer puis ça va tout de suite partir dans ça. Fait que ça peut créer des inconforts intestinaux parfois. Tandis qu'une caféine, une clean caffeine, comme Guru l'appelle bien, c'est une caféine qui vient d'une herbe, donc l'absorption est bien meilleure et ça crée moins d'inflammation, c'est moins irritant pour la muqueuse intestinale. Fait que si vous avez une caféine à consommer, je vous conseille, de le faire de cette façon-là. Si vous voulez prendre des pré-workouts, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. J'en prends, j'essaie de nouveaux pré-workouts de Shop Santé. Il est vraiment sharp. Mais ça peut créer des inconforts intestinaux. Fait que j'aime mieux vous le dire. Protéines d'origine animale ou protéines végétales pour une meilleure récupération musculaire. Bon, là, je vais peut-être
Je vais peut-être en décevoir quelques-uns. Le plus beau bloc d'acide aminé pour le muscle, c'est un muscle. Le plus bel apport acide aminé. Fait que, tu sais, vous voulez un... Là, c'est pas parce que vous mangez du foie que ça va être bon pour votre foie, là, OK, oubliez ça, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, si vous mangez de la protéine animale, le bloc d'acide aminé est juste parfait. Vous pouvez y arriver avec de la protéine végétale, absolument. Mais souvent, de la protéine en poudre végétale, ça va être, vous allez avoir, par exemple, une protéine de pois, une protéine de chanvre. Puis le problème, c'est que ça ne refait pas le bloc d'acide aminé que vous voulez avoir pour la synthèse de protéines au niveau du muscle. Fait qu'il faut trouver une protéine qui mélange plein de protéines végétales pour faire une protéine qu'on dit complète. Puis il reste que ça dépend de vos convictions. Si vous ne voulez pas manger de produits animaliers, allez-y avec une protéine végétale, mais faites vos recherches pour avoir une bonne protéine avec tout le spectre d'acide aminé que vous avez besoin. Marche quotidienne ou session intensive de cardio-hebdomadaire pour la santé cardiovasculaire? C'est une super bonne question. Ça nous amène aux zones cardiovasculaires. La zone la plus intéressante pour le cardiovasculaire, c'est la zone 2. Donc, il y a différentes façons de trouver la zone. Faire des tests en laboratoire avec un masque, vous pouvez faire 170 moins l'âge. Il y a plein de façons, mais la meilleure façon, on va utiliser votre biofeedback, c'est que quand vous êtes en zone 2, vous êtes encore capable de parler, mais c'est pas aussi fluide que ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est la zone la plus importante à travailler, c'est ce qui va vous aider. Vous voyez le cardiovasculaire comme, je sais pas, je fais tellement de stories des fois, puis je fais tellement de Q&A les lundis, puis de podcasts que je sais plus qu'est-ce que j'ai dit où, mais en tout cas, je vais le répéter, je m'excuse si j'ai déjà dit en podcast. Voyez votre cellule là, comme un téléphone cellulaire, OK? Vous avez la batterie puis vous avez le processeur. La batterie, c'est votre mitochondrie, OK? Et le processeur, c'est sa puissance. Fait que, imaginez là, que faire du cardio en endurance en zone 2, c'est comme si vous mettez des battery packs. Pic. Fait que vous mettez plein de battery packs sur votre téléphone. Fait que, il y a plein de puissance, il est rendu, là, il toffe longtemps, il y a de l'énergie à revendre, puis il ne va jamais être low energy. Vous voyez l'intensité comme optimisation du processeur. Vous mettez à jour votre iOS ou vous achetez un nouveau téléphone ou whatever, comment on veut dire ça. C'est ça qui va être la différence. Fait que si vous voulez mon opinion, les deux, c'est important. Fait que cardio en endurance puis cardio en continu, je vous dirais que l'endurance est plus important que le continu parce que l'endurance va vous permettre d'avoir plus d'énergie, de battery qui est mis dessus et après la puissance. Parce que pour vivre longtemps, vous avez besoin d'avoir votre téléphone, même s'il est plus super puissant, mais qui vit 10 jours, il est plus utile qu'un téléphone super puissant, mais qui vit juste une journée. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que l'analogie est bonne. Fait que c'est comme ça que vous pouvez faire une différence entre l'aérobie et l'anaérobie, puis c'est comme ça que vous pouvez faire une différence au niveau des types de cardiovasculaires pour la longévité. Ça marche? OK. Consommation quotidienne de viande ou adhésion à des jours sans viande pour la santé. Viande, même si vous ne mangez pas de viande une journée, ça ne va pas aider votre santé. Okay? Ce qui va aider votre santé, c'est les fibres. Les fibres, c'est la chose la plus importante. Mettons puis je paraphrase Gabriel Lyon, si on fait un bon plan de structure alimentaire pour un individu, la première des choses, c'est son ratio de protéines. Très riche en protéines dans sa journée. La deuxième des choses, c'est son total de fibres. On va avoir beaucoup de fibres. Puis par la suite, on fait micronutriments, puis après, on décante vers l'énergie. Est-ce que c'est plus du gras, est-ce que c'est plus des glucides? Ça va dépendre de la sédentarité ou de la non-sédentarité de la personne, ses aptitudes ou ses objectifs fitness, puis tout le reste. Fait que, pas vraiment. Et dernière question, exercice de pliométrie ou musculation traditionnelle pour augmenter la puissance? Les deux. Dans une bonne structure d'entraînement, il y a une place dans un mésocycle pour de la plio, il y a une place pour d'autres types d'entraînement. C'est compliqué de rentrer là-dedans, c'est un peu pour la préparation sportive, mais je vais vous donner un truc là, pour vous tous là, qui ne sont pas nécessairement des athlètes qui veulent piquer pour une performance en particulier. La meilleure façon de développer de la puissance, n'oubliez pas, la formule est toujours la même, c'est F est égal à MA. Force est égal à la masse fois l'accélération. Donc si vous voulez travailler la force, vous pouvez travailler sur le poids ou sur la vitesse d'exécution. Fait qu'une bonne façon, si vous voulez développer de la puissance, c'est de faire un exercice qui est très lourd. Donc une masse, par la suite, vous travaillez sur un exercice qui est plus léger, mais que vous accélérez. Je donne un exemple, vous faites un high bar squat pesant, puis après vous faites du jump squat. Fait que là, vous faites force et vitesse, les deux jumelés ensemble, ça va faire de la puissance.
Fait que voilà, les amis, pour le concept du This or That. Si c'est quelque chose que vous avez aimé, n'oubliez pas, laissez-le en commentaire sur YouTube. Si vous m'écoutez sur Spotify, allez sur YouTube, laissez un petit commentaire. Ça s'appelle Félix Daigle, le channel. Le choix Félix. Pour vrai, ça fait toute la différence. Moi, ça change tout. Ça me permet de rentrer des nouveaux commanditaires dans mon quotidien. Ça me permet d'avoir du temps chaque semaine pour faire ces segments-là avec vous, puis pour vous donner de l'information qui est totalement gratuite. Si vous voulez dépenser des sous pour avoir quelque chose qui est spécifique à vous, ben, j'ai une entreprise qui s'appelle FD Fitness qui œuvre dans la création de plans d'entraînement avec des coachs exceptionnels, talentueux. Vous pouvez nous appeler au 450-234-3210 ou aller sur notre site web au fdfitness.ca. N'oubliez pas, cet automne, l'ouverture du gym à Boucherville, FD Fitness, notre headquarter. Abonnement libre que vous allez pouvoir venir aussi. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Laissez un 5 étoiles aussi sur Spotify si ça vous intéresse. Et ultimement, si vous voulez m'encourager plus, partagez dans vos stories Instagram le podcast d'aujourd'hui. Ça fait toute la différence et à chaque fois, ça met un sourire à mon visage et j'adore ça. Alright, on se voit la semaine prochaine.